Dans le podcast cette semaine, on part à Vienne pour une soirée Stammtisch en compagnie de Anita Landgraf et Arno Steinwender. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara, je suis à Vienne pour une nouvelle interview et je suis en compagnie d'Anita Landgraf. Salut Anita. Salut. Ouais, on recommence parce que j'avais oublié d'appuyer sur record. On n'avait fait que 2 minutes. Anita, tu es la manager de White Castle Agency. Tu as commencé en 2009 en fait dans cette agence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait White Castle Agency, ce que toi tu y fais plus précisément et aussi l'évolution depuis que tu es arrivée? So the agency started actually in the early 2000s already in 2001 and was founded by. Alors l'agence, elle a en fait commencé au début des années 2000, déjà en 2000, et elle a été fondée par Ronald Hofstetter, qui était lui-même auteur de jeux. Et il avait lancé ses soirées du lundi où on testait des prototypes de jeux de société. Et on continue à les faire encore aujourd'hui. Il s'est rendu compte qu'en gros, c'était souvent lui qui avait le temps d'emmener les protos en salon, d'aller à Essen pour le Spiel ou à la Spielwarenmesse de Nuremberg. Donc dans ce petit groupe d'amis ou d'auteurs, c'était lui qui se retrouvait à présenter les protos aux éditeurs. Et à un moment, il s'est dit « Tiens, peut-être qu'il y a un vrai modèle économique là-dedans ». Alors il a commencé à le faire de plus en plus, à structurer le truc, à le professionnaliser. Évidemment, ça demandait un peu plus de monde. Enfin, de bras ou de cerveau, peu importe. Et moi, je les ai rencontrés en 2008 et j'ai rejoint l'entreprise en 2009. Et puis, en 2011, Ronald m'a dit qu'il voulait arrêter. En fait, c'était un créatif, il l'a toujours été, et il voulait se recentrer là-dessus. Du coup, il m'a proposé de racheter la boîte, ce que j'ai fait. Okay. Et comme tu demandais ce qui a changé depuis, on a un peu grandi. On est 4 aujourd'hui. On est super fiers d'avoir quelques prix à notre actif comme le Kinderspiel des Jahres, le Kennerspiel des Jahres, l'As d'or enfant et l'As d'or initié. Et je pense que ce que j'ai réussi à faire aussi, c'est d'ouvrir un peu l'agence à l'international. Si tu regardes nos sorties, tu verras pas mal de noms allemands ou autrichiens. C'est normal, ce sont les gens que je croise le plus souvent. Mais on essaie vraiment de bosser avec des éditeurs du monde entier et aussi avec des auteurs de jeux internationaux parce qu'on adore découvrir ce qui se fait ailleurs et avoir des points de vue différents sur les jeux. C'est pas juste une vision purement germanique. Parce qu'on en parlait aussi, la scène autrichienne, elle est très solidaire, il y a beaucoup d'auteurs, mais toi tu as aussi cette volonté de ne pas la restreindre au marché local. Exactement. Je pense que c'est important d'avoir cette base locale ici. Et c'est une super manière de travailler avec les gens, surtout quand on les voit souvent. On essaie vraiment d'aider les auteurs de jeux locaux à mener à bien leur premier projet. Alors peut-être que le premier jeu qu'ils créent ne sera pas forcément le premier à être publié, mais l'idée c'est qu'ils aillent au bout d'un premier projet, qu'ils apprennent plein de choses en le faisant et qu'ils repartent ensuite sur un nouveau. Et peut-être que celui-là sortira. Mais travailler avec des gens à l'international, je trouve que c'est aussi bénéfique pour les auteurs locaux, parce que ça me donne un autre regard sur la manière de concevoir des jeux. En fait, tout le milieu de la création de jeux de société, c'est énormément de learning by doing. On apprend en faisant, en parlant avec les autres, en recevant du feedback. Et ça, c'est valable pour tous les groupes d'auteurs internationaux que j'ai rencontrés jusqu'ici. Il existe des formations ou des recherches autour du game design dans certaines universités, mais rarement centrées spécifiquement sur les jeux de société. Ok, c'est la même chose en France. Quand tu es game designer, c'est très difficile. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je pense que pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut sortir de sa bulle. C'est aussi pour ça que j'essaie de connecter les gens entre eux et de partager ce qui fonctionne dans la bulle allemande, bien sûr. C'est toujours un échange dans les deux sens. Comment tu choisis les projets et les auteurs que tu vas accompagner? There's two focus points on which we base our decisions. One is On a 2 grands axes sur lesquels on base nos décisions. Le premier, c'est est-ce que ça rentre dans notre zone de confort? Nous, on se concentre sur les jeux pour enfants, les jeux familiaux, les jeux d'ambiance et les jeux plutôt grand public. On ne fait pas de jeux qui durent bien plus d'1 heure ou avec des règles trop complexes. La limite haute, ce seraient les jeux du niveau bas du Kennerspiel ou de l'As d'or initié. C'est là qu'on est le plus à l'aise.
Et ensuite, on regarde les différents catalogues des éditeurs avec qui on travaille. Donc, on analyse une idée de jeu en se demandant dans quel catalogue ça pourrait s'insérer. Est-ce qu'on peut le pitcher? À qui? Quelles sont ses chances sur le marché? Qu'est-ce qu'il y a déjà de similaire? En fait, notre manière de choisir un jeu, elle ressemble beaucoup à celle d'un éditeur, d'un chef de produit ou d'un responsable des acquisitions. Mais il y a aussi un autre axe qu'on garde toujours en tête. Est-ce qu'il y a un talent derrière? Est-ce qu'il y a une idée intéressante dans le design? Est-ce que la personne a peut-être besoin d'un petit coup de main pour acquérir de l'expérience pour aller au bout de son premier projet, comme je le disais tout à l'heure? Et parfois, je le dis très franchement dès le départ. Écoute, c'est ton tout premier jeu. Peu de musiciens, de poètes ou d'écrivains publient leur toute première œuvre, mais ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au bout, de le terminer et de tirer des enseignements pour la suite. Il m'arrive même de dire directement, je ne suis pas sûre que ce jeu-là sera publié, mais ce serait déjà une super chose de le finir. Ensuite, tu pourras rebondir avec une nouvelle idée. Ou bien je dis aussi parfois, tu sais, on pourrait ajuster un peu ci, un peu là. C'est un proto très correct, bien foutu, mais ce n'est pas non plus une révolution. Ce n'est pas super innovant, mais c'est bien pensé. On sent que tu as du talent, une vraie sensibilité pour le game design. Alors pourquoi ne pas garder ce jeu-là sur ton étagère, en être fier comme de ton tout premier, et puis voir ce que tu pourrais créer ensuite. So why not take this, put it on your shelf, always be proud of it as your very first project. And take everything you've learned and see if you have another idea. Parce que parfois on dit que c'est presque la deuxième idée qui est la plus difficile à avoir. Tu les aides à faire cette transition en fait. Oui, voilà, c'est un processus créatif. On ne peut jamais vraiment prévoir. Évidemment, si tu travailles dans le jeu de société de manière professionnelle à plein temps ou même à mi-temps, tu dois trouver des déclencheurs, des petites choses qui t'aident à rester créatif, parce que tu as envie. Mais si tu n'as pas cette pression-là, ce qui aide énormément, c'est de s'inspirer des autres. On a des auteurs qui viennent ici pendant plein de lundis d'infilé, sans idée de jeu perso, parce qu'à ce moment-là, ils n'en ont tout simplement pas. Et puis un matin, sous la douche, bam, l'idée arrive. Et comme ils ont déjà les ressources, qu'ils connaissent tout le monde ici, c'est super simple pour eux de venir avec un proto brut et de le faire tester, parce qu'ils sont déjà dans l'écosystème. Là, on parle beaucoup de l'accompagnement sur la création, mais est-ce que tu aides aussi les auteurs à... Enfin, est-ce que tu penses aussi sur la communication, les aspects juridiques, les aspects commerciaux? You're totally right. I forgot to fully answer the questions you asked in the first. Tu as complètement raison. J'ai oublié de répondre pleinement à ta question de départ. Mais en fait, c'est quoi notre boulot exactement? Donc oui, on aide à la création des jeux, bien sûr. Mais la plus grande partie de notre travail, en réalité, c'est d'être agent. C'est-à-dire de trouver le ou les éditeurs parfaits pour chaque jeu. Concrètement, on aide les auteurs à finaliser un prototype pour qu'il soit prêt à être pitché. Parfois, on les aide aussi sur les règles ou sur les traductions. Ça dépend vraiment des personnes et des projets. Ensuite, on prépare les pitchs et on va dans les salons. La Messe des Scènes, Cannes, Nuremberg, le Shy Tag ou d'autres événements. Et puis, on fait aussi des rendez-vous en ligne pour présenter les jeux aux éditeurs qui nous semblent les plus adaptés. Et après, bien sûr, on suit tout ce qui se passe. On envoie les prototypes aux éditeurs, on communique avec eux, on leur relance parfois la balle. Pourquoi vous ne l'avez pas encore testé? On peut avoir un retour? Et s'il y a de l'intérêt de la part d'un éditeur, c'est nous qui nous occupons de la négociation du contrat, de toute la partie financière, des questions fiscales, qui deviennent de plus en plus complexes quand on travaille avec des éditeurs internationaux. Et aussi de faire en sorte que les éditeurs paient en temps et en heure, quand il y a du retard, ce genre de choses. Making the publishers pay if they're delayed, stuff like that. Est-ce que justement, si on parle comme ce sont des projets globaux, est-ce qu'il y a un projet particulièrement qui t'a marqué? Je dirais que chaque jeu sur lequel on travaille a sa propre histoire, et j'y suis toujours un peu attachée émotionnellement. Donc c'est très difficile d'en choisir un en particulier. Yes, là, comme pour les enfants, en fait, on n'a pas d'enfants préférés. Mais bon, il y a toujours quelque chose de spécial quand c'est le tout premier jeu publié ou le premier gros succès de quelqu'un, je ne sais pas. Là, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent, de plein de jeux différents auxquels je repense avec beaucoup de tendresse. Évidemment, il y a toujours ce petit truc en plus sur le plan émotionnel quand un jeu se vend bien, qu'il reste longtemps en rayon, qu'il a beaucoup de fans ou qu'il gagne un prix.
or if it wins an award. On s'imagine tous le Spiel, c'est quand même un peu le Graal. J'imagine que quand on travaille dans le milieu du jeu, c'est quand même un peu ce à quoi on rêve. Yeah, totally. Yeah, so last year the Kinderspiel with Magic Keys it was also very special. Oui, carrément. L'année dernière, Magic Keys a remporté le Kinderspiel. Ça a été un moment très particulier aussi. On avait licencié le jeu à un éditeur coréen, Happy Baobab. Les auteurs, Arnaud et Marcus, sont tous les deux autrichiens et ils viennent de notre groupe du lundi soir. On l'avait présenté à pas mal d'éditeurs, mais beaucoup trouvaient que c'était un peu cher à produire avec des composants complexes. Ils n'osaient pas trop y toucher. Et Happy Baobab, eux, ont tout de suite vu que ça pouvait justement être un avantage. On a beaucoup collaboré avec eux, notamment avec Yann, leur directeur artistique. Ils ont apporté plein de bonnes idées. Franchement, c'était un vrai travail d'équipe à chaque étape et à chaque fois le jeu s'est amélioré. Et ensuite, c'était super aussi parce qu'on a trouvé Game Factory pour prendre la licence allemande. Et ils étaient hyper enthousiastes eux aussi. Et quand le jeu a remporté le Kinderspiel, c'était en plus le tout premier jeu coréen à remporter un prix du Spiel. On avait aussi été responsable de la toute première sortie d'un jeu coréen en version allemande. C'était Coconuts, il y a plus de 10 ans. Du coup, pendant un temps, on a un peu eu notre moment de hype en Corée. C'était vraiment chouette. Voilà, c'est un souvenir récent, mais comme je le disais, ce qui rend tout ça si spécial, c'est que les gens dans cette industrie sont vraiment adorables, passionnants. Ce sont de belles personnes avec qui jouer, discuter, échanger. Du coup, chaque projet finit par laisser de bons souvenirs. And good person to play and talk with, that every project resolves in good memories. Tu disais justement que les auteurs de Magic Keys étaient autrichiens. Est-ce que tu penses qu'il y a une spécificité, toi, qui rencontre beaucoup d'auteurs autrichiens tous les lundis? Est-ce qu'il y a une spécificité pour toi de la scène autrichienne? Je pense qu'il y a un vrai soutien spécifique dans la scène du jeu de société autrichienne. Alors oui, bien sûr, je vois ça aussi dans d'autres pays. Oui, en Italie par exemple. Also in Poland, I know that there's a very strong community. Il y a aussi une communauté très forte en Pologne, vraiment. Peut-être que ça a juste commencé un peu plus tôt ici, je ne sais pas. Après, il y a plein de types d'auteurs de jeux différents partout dans le monde. Il y a ceux qui sont très optimisation public cible et d'autres qui misent beaucoup sur les mécaniques originales, un peu gadget si on veut. Je pense que ce qui fait la richesse, c'est peut-être justement ce mélange. L'Autriche est vraiment au croisement de plein de cultures, au cœur de tout ça. Si tu regardes un Autrichien sous un certain angle, il peut avoir l'air assez allemand. Et vu d'un autre angle, il pourrait presque sembler croate. Je pense qu'on ressent ça aussi dans les jeux. Ce ne sont pas des designs typiquement allemands, mais on sent des influences de toutes sortes de cultures ludiques. There are some inspirations from all the game cultures, I'd say. On parlait des soirées prototypes, c'est tous les lundis. L'idée, c'est tout le monde vient avec ses jeux et c'est assez ouvert. Yeah. Oui, l'idée, c'est vraiment que ce soit ouvert. À mesure que de plus en plus de gens viennent, je me dis parfois qu'il faudrait peut-être rendre ça un peu plus fermé. Mais pour l'instant, ça fonctionne encore, c'est toujours gérable. À l'époque, on avait souvent une seule table, parfois deux. Maintenant, on tourne plutôt à 3 ou 4. Mais j'essaie de garder ça ouvert parce que j'aime bien l'idée que tu puisses sortir du boulot et te dire « Non, ce soir, je ne rentre pas chez moi, je vais à la réunion des auteurs de jeux. » Et même si tu n'as rien préparé, tu peux venir quand même. Tu peux avoir ton proto de la semaine dernière encore dans la poche, te dire « Allez, on peut peut-être le retester, même si je n'ai rien changé. » C'est ça que j'aime bien. On a juste une sorte de gentleman's agreement sur quelques règles simples. Si tu viens avec un proto et qu'il est joué, alors tu joues aussi au moins celui de quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas hésiter à faire des retours, à critiquer, à donner du feedback, mais toujours de manière polie. Ce qui n'est pas toujours facile parce que parfois c'est assez émotionnel. Et aussi, on ne joue pas à des jeux longs ici. Donc si quelqu'un a un jeu qui dure plus d'1 heure, je lui demande plutôt de prendre rendez-vous avec nous à l'agence et on le testera là-bas. Parce que si on commence à jouer à des gros jeux ici, on n'arrivera jamais à tout faire tourner. Oui, tu n'as plus de temps à consacrer aux autres. Si tu es OK, on va parler aussi de... Tu es une femme et le monde du jeu est plutôt un monde d'hommes. Et j'aimerais bien savoir un peu, toi en plus qui as un poste de direction, comment tu vois évoluer les choses depuis que tu as commencé dans le milieu? Through the time I've been in the agency, I think there was a strong change going on. There are so many female game designers who are also recognized not as co-designers or
not only children's games, I think that's really. Au fil du temps que j'ai passé dans l'agence, je pense qu'il y a eu un vrai changement. Il y a de plus en plus d'autrices de jeux qui sont reconnues, pas juste comme des co-autrices ou uniquement pour des jeux pour enfants. Et je trouve que c'est quelque chose d'inspirant pour toute l'industrie, en fait. Quand j'ai commencé à l'époque, j'étais l'une des très rares femmes dans ce milieu. Et tout le monde disait déjà, oui, on veut plus de femmes, on en a besoin. Parce qu'on voulait aussi que plus de femmes jouent aux jeux de société. Et peut-être que le fait qu'il y ait plus de jeux créés par des autrices, ça permet justement d'ouvrir ce marché à plus de gens. Et je pense que, d'une certaine manière, ça s'est produit. On voit plus de jeux qui ne sont pas centrés sur la collecte de ressources, la guerre ou les mécaniques de majorité, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Mais je dois avouer que si tu regardes notre groupe du lundi soir, il y a très peu de femmes. Et je pense que c'est un vrai problème pas facile à résoudre. Il faut faire énormément de travail non rémunéré sur son temps libre pour en arriver au point où on peut éventuellement en vivre. Et je pense que beaucoup d'hommes ont autour d'eux un réseau de soutien qui leur permet justement de s'investir, d'être disponibles tous les lundis soirs, voire un deuxième soir dans la semaine pour faire tester leur jeu. Parce que des groupes de tests disponibles en journée, c'est quasiment introuvable. Et tout ça, c'est plus compliqué quand on n'a pas ces disponibilités, ou qu'on a une famille, ou qu'on n'a pas les week-ends. Il faudrait qu'il y ait plus d'options pour permettre aux femmes qui ont aussi une vie familiale d'avoir accès à ces espaces-là. Et il faut se rappeler que pour la plupart des gens, tout commence comme un hobby. Je remarque aussi qu'il y a pas mal d'hommes qui ont tendance à penser que ce qu'ils font dans leur hobby est tellement génial que ça mérite d'être partagé avec le monde entier. Alors que du côté des femmes, c'est souvent plus « je ne suis pas sûre que ce soit assez bien ». Et je le vois dans pas mal de prototypes que je reçois. Et parfois, quand une femme commence à créer un jeu, on voit qu'à la fin du projet, un nom d'homme apparaît soudainement comme co-auteur. Ah, au fait, il m'a aidé à concevoir le jeu. Et je me dis, oui, mais l'inverse, on ne le voit quasiment jamais. Quand c'est un homme qui a conçu un jeu, c'est plutôt « Ah, ma copine m'a aidé pour les tests ». Voilà. Bon, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais de manière générale, je pense qu'on est quand même sur une bonne trajectoire. Co-designer name pops up. It's like, oh, and by the way, this man has helped me design the game. And I'm like, yeah, but it's hardly ever the other way around. Okay. So the other way around, it's always, oh, and this is my girlfriend, and she helps with the testing. Okay. Yeah, but let's not get too deep into that. Like in general, I think it's a good way that we are on. Et tu penses que des personnalités comme Elisabeth Hargrave aident aussi à donner envie à des femmes de créer? L'autrice de Wingspan. I think Wingspan was definitely Je pense que Wingspan a clairement été une source d'inspiration pour les auteurs de jeux, mais encore plus pour les personnes qui travaillent dans l'industrie. Ça a vraiment déclenché toute une série d'initiatives, notamment ciblées vers les femmes. Par exemple, il y a le prix Hasbro pour les autrices de jeux qu'ils ont lancé après. Et nous, on a ce petit groupe, vraiment un petit cercle de femmes allemandes qui bossent dans l'industrie et qui se retrouvent pour faire des playtests. Je reviens justement d'une de ces rencontres. Et je pense que ce genre de projets-là, ces projets un peu spéciaux qui visent les femmes, sont plus faciles à défendre, à vendre même, depuis qu'il y a Wingspan et le nom d'Elisabeth Hargrave derrière. Donc oui, je pense que ça a vraiment changé quelque chose. So I really think it has changed. Et là, on parlait des autrices, mais en tant que dirigeante d'une entité comme toi, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus qui sont ça. On pense toujours à Sophie Gravel. C'est peut-être le seul exemple qu'on a en tête. Yeah, and she did it again. Yes. Shout out to Sophie. She's crazy. In a good way. Mais toi, tu diriges une entreprise. C'est pas si courant dans le monde du jeu. Yeah, it's not. I mean, we just... Oui, enfin. On en parlait justement hier. En fait, il n'y a qu'une seule maison d'édition de jeux dirigée par une femme en Allemagne. Celle qui a sorti Kelp. Et on se demandait pourquoi. Parce qu'en Allemagne, il y a énormément d'éditeurs traditionnels. Ravensburger, Schmidt-Spiele et d'autres. Il y a dû y avoir à un moment une héritière quelque part, non? Quelqu'un qui aurait repris une entreprise familiale. Mais apparemment non. Et je trouve que c'est déjà un bon signe au moins qu'il y ait Sophie. Et j'imagine qu'elle peut être une source d'inspiration, comme toutes les rares femmes qui occupent des postes à responsabilité, pour encourager d'autres femmes à se faire confiance, à écouter leur intuition, à croire que ce qu'elles ont créé mérite aussi d'être partagé avec le monde. Et Happy Baobab, au passage, c'est une équipe entièrement féminine aussi. It's also important enough to share it with the world.
Et juste pour finir, si tu es OK. May I interrupt? Est-ce que je peux Yes, of t'interrompre? course. J'ai oublié, Hat Baobab est aussi dirigé par une femme. Yes, you're right. Woman, yeah. Yes, I was thinking about that there is a woman at the head of Happy Baobab, yes. Et si tu es OK pour finir, tu peux nous dire juste, toi, tu jouais avant de commencer à travailler à White Castle? Parce qu'on n'est pas revenu un peu sur ton parcours de joueuse. I grew up to be a nerd. So my beloved older brother, he introduced me to like board games when I was little, and we played a lot of board games. J'ai grandi en mode nerd, clairement. Mon grand frère, que j'adorais, m'a initié aux jeux de société quand j'étais petite. On jouait beaucoup tous les deux, ou avec les voisins, et puis avec ma famille. On jouait plutôt à des jeux de cartes Ok. traditionnels. Et puis en grandissant, mon frère m'a fait découvrir Donjons et Dragons. J'ai eu le droit de rejoindre son groupe du boulot, et à un moment, j'ai même fait partie de leur club de jeux de rôle. J'ai toujours été attirée par les trucs un peu geeks, les jeux de figurines, HeroQuest, ce genre de choses. Yes. Et quand j'ai commencé mes études, j'ai aussi commencé à bosser dans un café-jeu à Vienne, le Brot und Spiel. Et là-bas, il y avait surtout des jeux plutôt casual. Avant ça, j'aurais préféré passer 4 heures à jouer à Munchkin plutôt que de faire une partie de Carcassonne, par exemple. Mais en bossant là-bas, j'ai découvert la beauté de tous ces jeux familiaux. Et voilà, mes goûts se sont élargis. Ouais. Maintenant, je préfère carrément une partie de Carcassonne. Beauty in all these family games as well, and yeah, so I just spread my interests, and now I prefer a game of Carcassonne to Okay. 4-hour game of Munchkin. Et tu avais envie de travailler dans le monde du jeu? C'était là la beauté du hasard, en fait. J'étais là au bon moment, je veux dire. Je n'y avais jamais réfléchi. Qui le fait d'ailleurs? Yes. Au départ, tu ne te poses pas la question. Moi, je me demandais pas qui créait ces jeux. Le seul nom d'auteur de jeu que je connaissais, c'était Steve Jackson. Ok, oui, of Évidemment. course. Et les seuls éditeurs que j'avais en tête, c'était Ravensburger et Pegasus. Yeah. Donc non, je n'y pensais pas. Et quand j'ai rencontré ce groupe de game designers, je me suis dit, ah mais oui, il y a forcément des gens derrière ces jeux. Et ce qu'ils faisaient m'a tout de suite passionné. À l'époque, le lundi soir, c'était rarement très chargé pour moi. Donc j'avais le temps de faire des playtests avec eux, de lire leurs règles, de les commenter, de les critiquer même. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le milieu. Mais non, à ce moment-là, je ne pensais absolument pas qu'on pouvait en faire un métier. Et maintenant, tu travailles avec eux, c'est toi qui travailles avec eux. Yep, yep. Oui, et maintenant, comme je disais, nous sommes 4 à l'agence, dont 3 femmes. We are 3 women Wow, and one great. guy. So great. Yep. Yes. So great. Eh ben, merci beaucoup, Anita, vraiment de ton temps et de l'invitation. C'était vraiment très cool de pouvoir parler avec toi. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et en plus, tu parles français très bien, en vrai. Super, merci encore en tout cas. À bientôt. À bientôt. Et je suis à Vienne, voilà, en vacances, et j'en ai profité pour aller dans un café-jeu qui s'appelle le Spielbar. Et je suis en compagnie de quelqu'un que vous avez déjà entendu dans ce podcast, Arnaud Steinwender. Salut Arnaud. Salut, ravi de te revoir. Salut à tous. Alors Arnaud, tu peux nous expliquer un peu le concept, pourquoi on est là ce soir? I come here for, I think it's 20. Eh bien, je viens ici depuis, je pense, 20 ans maintenant. Et c'est presque chaque lundi que je viens. Parce qu'ici se trouve la White Castle Games Agency. Je crois que c'est le nom exact. On appelle ça le Stammtisch. On se retrouve ici. Nous sommes des auteurs essentiellement viennois et on se montre nos jeux, on fait du brainstorming ensemble et on développe de nouveaux jeux pour l'agence et aussi avec elle. And we develop new games for and with the agency. Oui, quand on s'était rencontrés à Berlin, tu nous avais dit qu'il y avait une grande solidarité entre les auteurs autrichiens, que vous travaillez souvent ensemble, comme ça, en vous montrant vos prototypes. Yeah, that's right. And I think one main reason for that is this event here that takes Oui, c'est ça. place every Monday. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est justement cet événement du lundi soir. À Vienne, on a aussi quelques bars ou café ludiques où c'est super facile de rencontrer d'autres auteurs. Si tu regardes autour de toi, ici, il y a une quinzaine d'auteurs assis. Certains très expérimentés comme moi et d'autres qui débutent complètement. Et chacun a des idées à proposer. On en parle, on teste les jeux des uns et des autres et on reçoit des retours vraiment précieux. Et ça, c'est hyper important quand on conçoit un jeu. Avoir des retours de qualité. Parfois même un peu dur, mais c'est ce qui fait avancer. Great feedback from that, and that's what's very important for designing a game, to get a quality feedback, a hard one. Est-ce que parfois c'est dur d'entendre les retours de tes pairs? Est-ce que tu penses qu'ils sont plus difficiles que des simples joueurs? Yes.
Yes, they are more difficult, but that's Oui, c'est plus dur, mais c'est justement ça qui est bien. Parce que si tu joues avec ta famille, ton épouse, ton mari, peut-être qu'ils t'aiment beaucoup. Alors ils vont te dire « Oh, c'est chouette comme jeu, j'ai bien aimé. » Mais en vrai, t'as pas besoin de ça. Ce qu'il te faut, c'est un retour franc, même un peu cash. Pour ça, il te faut des tests exigeants. C'est pour ça que c'est vraiment super de tester ici. And that's good to test here. Et cela arrive que tu aies des prototypes que tu laisses tomber et après tu les ramènes peut-être 1 an, 2 ans après? Yes. Or 5 years or 10 years, Oui, ou alors 5 ans, 10 ans. J'ai des jeux qui traînent dans un tiroir depuis plus de 10 ans. Et de temps en temps, ils en ressortent. Tous les 2 ou 3 ans. Je les montre à mes collègues ici, à mon agent. La plupart du temps, ils retournent dans le tiroir. Mais parfois, il y en a qui restent. Parce que Florian ou Marcus ou Johanna, quelqu'un dans le groupe, a une idée et dit « Ah, ça c'est chouette, on pourrait bosser dessus ensemble. » Ça arrive comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et en fait, la plupart des jeux prennent énormément de temps. Même une simple idée de départ, il faut du temps pour la transformer en un vrai jeu fun à jouer. On va revenir un peu sur les clés magiques. Le jeu pour lequel tu as eu le Kinderspiel, tu l'avais montré ici en prototype? Yes, actually Marcus and me, we met together here for the first time. Oui, en fait, Marcus et moi, on s'est rencontrés ici pour la première fois. On a commencé à bosser ensemble il y a 5 ou 6 ans. On avait chacun 2 ou 3 jeux sous le bras, et puis on a eu cette idée de jeu autour des clés magiques. On l'a beaucoup testé ici. Je pense qu'on a dû faire une 50aine de parties rien que dans ce café. Et bien sûr, comme c'était un jeu pour enfants, on est aussi allé le tester avec des groupes d'enfants. Parce qu'évidemment, il faut tester avec ton vrai public. Mais c'est toujours utile de faire des tests en amont avec des adultes, parce qu'ils donnent un feedback plus dur. Enfin, presque. Parce qu'en vrai, les enfants, eux, s'ils trouvent que le jeu ça marche pas, ou que c'est pas fun, ils te balancent le jeu dans un coin et basta. Donc voilà, on y a joué plein de fois ici. On a ajusté plein de petits trucs, et ça nous a pris beaucoup de temps pour peaufiner tous les détails. Mais ce sont justement ces détails qui font que le jeu devient vraiment bon. To get all the fine details, that make the game great. Quand on s'était parlé à Berlin, c'était juste le lendemain et tu étais dans le bonheur d'avoir gagné. Qu'est-ce qui a changé depuis? Donc ça fait maintenant 7-8 mois. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ce prix a changé quelque chose pour toi? Well, I'm still very happy. Of course, it's something different if you ask me one day after the ceremony. Je suis encore vraiment très heureux. Bien sûr, c'est un peu différent. Si tu m'avais posé la question le lendemain de la cérémonie, là, les émotions étaient vraiment intenses. Mais même maintenant, quand on en parle, 8 mois plus tard, je ressens encore cette émotion, ce bonheur. Je suis tellement heureux que Marcus et moi ayons gagné avec ce jeu fabuleux. C'était un truc dont on rêve en tant qu'auteur de jeu. Et moi, j'en rêvais depuis 20 ans. Ou peut-être que j'avais arrêté d'y croire, je sais pas trop. Alors quand ça t'arrive, enfin, un prix aussi grand, aussi beau, c'est fou. C'est un moment fort dans ma carrière de créateur de jeux. Et peut-être que ça ne se reproduira jamais. Mais bon, j'espère que si. Parce que Marcus et moi, on bosse sur d'autres jeux pour enfants qui sont vraiment chouettes. Et on en montrera un tout nouveau, vraiment super, à Nuremberg l'an prochain, au Spielmesse 2026. On a hâte de vous le faire découvrir. The Spielmannmesse 2026. Ok. We can show you a brand new, really awesome game of the two of us. But, yeah. Et d'un point de vue commercial, le fait de gagner le prix, j'imagine que ça aide aussi à proposer le jeu dans d'autres pays. On parlait en off des difficultés avec le marché US. Yeah, so of course the game sold very nice for the last Christmas season. And there are different countries coming now and bringing out the game. Oui, bien sûr, le jeu s'est très bien vendu pendant la saison de Noël dernière. Et maintenant, il y a plusieurs pays qui s'apprêtent à le sortir à leur tour. Bon, il y a aussi quelques complications, comme on le sait tous. Surtout si on regarde du côté du marché américain. Le jeu a été en discussion là-bas, mais je crois que c'est un peu en pause pour l'instant parce qu'on ne sait pas ce que Trump va décider au niveau des droits de douane. Et ce genre de jeu, tu es obligé de le produire en Chine. Sinon, tu ne pourrais pas avoir le coffre en plastique, ni les clés magiques avec tout le mécanisme à l'intérieur. Ce serait juste trop cher à fabriquer ailleurs. Donc forcément, ça vient d'Asie, et ça complique les choses pour l'export vers les États-Unis. En revanche, en Europe, il y a plusieurs pays qui vont publier Magic Keys. Et d'après ce que j'ai entendu, les chiffres sont vraiment bons. Alors j'espère, je crois vraiment, que le jeu va rester longtemps sur les étagères. J'aimerais que ce soit un long seller, un jeu qui amuse les enfants pendant de nombreuses années. It will be many years from now, it will still be in the shelves, I hope. Okay. So I hope it's gonna be a long seller and make fun for the kids for many years. On va parler un peu de tes projets. Je trouve que
si on devait retenir une signature, c'est que tu fais des jeux très très différents les uns des autres. Tu ne fais pas toujours le même jeu avec la même mécanique que tu explores. J'ai l'impression que tu t'intéresses à un peu tous les types de jeux. Yeah, kind of. So I have my favorite games or directions I like. What I do not like or I'm not good at. Oui, j'ai mes jeux préférés, ou en tout cas des directions que j'aime bien. Ce que je ne fais pas, ou plutôt ce dans quoi je ne suis pas très bon, ce sont les gros jeux stratégiques avec plein de cartes, de personnages différents, ce genre de choses. J'aime bien y jouer de temps en temps, mais les inventer, c'est pas pour moi. Par contre, ce que je sais faire, et que j'aime faire, ce sont les quiz, les jeux d'ambiance, les jeux de mots, ou les jeux où tu dois expliquer, mimer, faire quelque chose comme ça. Et bien sûr, les jeux pour enfants. Tout ce qui est fun, en fait. J'essaye toujours d'imaginer des jeux dans cet esprit-là. Des règles simples, faciles à expliquer, jouables en 10-15 minutes, et si possible, tu as envie d'enchaîner les parties. C'est ce genre de jeu-là. Mais au niveau des mécaniques, je suis assez ouvert. J'aime bien tester des trucs différents. Okay. So that's my game I want to focus, but on the mechanics, it's a wide range. I like to try different stuff and. Mais c'est ton évolution au fil du temps parce que tu crées des jeux depuis longtemps. Yeah, that's a lot of change. I mean, when I look back 20 years, I was just. Oui, il y a eu énormément de changements. Quand je repense à il y a 20 ans, j'étais là avec mon imprimante, une paire de ciseaux et aucun plan. Vraiment aucun. Créer un jeu. Et maintenant, si tu regardes mon espace de travail, j'ai des imprimantes 3D, des découpeuses laser, plusieurs types d'imprimantes. Et surtout, j'ai acquis beaucoup plus d'expérience. Aujourd'hui, quand une idée me vient en tête, je la passe directement à travers un filtre. Est-ce que ce jeu a une chance d'être original? Est-ce qu'il peut être fun? Est-ce qu'il a un potentiel? Si la réponse est non, il sort de ma tête. Il ne deviendra même pas un prototype. Je gagne un temps fou grâce à l'expérience. Je n'ai plus besoin d'aller jusqu'au bout d'un prototype pour me rendre compte que, en fait c'est nul. Parce que si tout le monde te dit que c'est ennuyeux, eh bien c'est que c'est ennuyeux. Et maintenant, je le ressens déjà très souvent dès le stade de l'idée. Alors oui, je dois toujours faire des tests, bien sûr. Je suis devenu beaucoup plus efficace dans la manière dont je trie. Mais oui, l'expérience, ça aide énormément. Et ce qui aide aussi beaucoup, c'est de connaître les bonnes personnes. Celles avec qui tu peux jouer, tester, avoir du feedback, ou même simplement montrer tes idées dans l'industrie du jeu. C'est super précieux ce réseau. Your game ideas in the game industry. Et on parlait également aussi tout à l'heure du co-autorat. Tu disais que quand même c'était ce que tu préférais comme expérience. To have what we said in French, I don't know in English, ping-pong. On dit pareil en allemand, ping-pong ou tischtennis. So, yeah, we play a creative ping pong. One has an idea and says it out loud, and the other one ping-pongs the. On fait du ping-pong créatif. L'un lance une idée à haute voix et l'autre la renvoie avec ses propres réflexions. Et dans le meilleur des cas, quand tu travailles avec les bonnes personnes, avec des esprits qui s'accordent bien, il peut en sortir un très bon jeu. Un jeu bien meilleur, je pense, que si tu fais tout seul, à chaque étape. Et ce n'est pas seulement un meilleur jeu, c'est surtout beaucoup plus fun à créer. Et c'est ça que je cherche quand je conçois des jeux. Je veux m'amuser. Ensuite, bien sûr, je veux transmettre du plaisir aux joueuses et aux joueurs. Mais d'abord, je veux que moi, je prenne du plaisir à créer. Donc oui, je préfère largement co-créer avec un ou une co-auteur. Produce fun and give the fun to the players, but I also want to have fun to do the games, so I prefer to make it with a co-author, yeah. Et donc là, tes prochaines sorties? Yeah, I already get used. Tu vois, ta question me perd un peu, parce que je fais tellement de jeux. Yes. Il faudrait demander à mon agent, là. Je sais plus. I know, Est-ce qu'il y a un jeu dont tu veux parler en particulier, un de tes prochains jeux qui va sortir? Soon, you don't know when, but... Haber, for example, released a quiz game last Nuremberg, and there are gonna be new games of this series, of this quiz series. Also, there is Je ne sais plus exactement quand, mais par exemple, ABBA a sorti un jeu de quiz au dernier salon de Nuremberg, et il va y avoir de nouveaux jeux dans cette série de quiz. Il y a aussi un Stadtlandfluss. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Donc un jeu de réaction rapide avec des catégories chez Moses. Il vient de sortir. Et un nouveau jeu arrive chez Game Factory, avec un militaire électronique. Ça va être super fun. Il y a aussi un gros jeu pour enfants qui sortira l'an prochain chez Schmidt Spiele ou Dreimagier, Marcus et moi. On espère vraiment le voir en magasin, parce qu'il est magnifique. Il y a un super gimmick dedans, dans la même veine que le coffre magique. Et il y a encore un super jeu de quiz fun qui va sortir chez Our. Un autre chez Moses, je crois. Bref, pas mal de jeux déjà prévus pour les années à venir.
Et là, je bosse déjà sur des jeux pour 2027 ou même 2028. A lot of games I know for certain for the next years. And now I'm working on games for the year 2027 or 8. So we are always in advance 3 or 4 years. Ouais. Yeah. Eh ben écoute, Arnaud, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé du temps. Tu m'avais dit que tu n'avais pas beaucoup de temps, mais c'est bon, on a pu discuter. Parce que je dois dire, c'est toi qui m'avais proposé de venir. C'était vraiment sympa que tu sois passé. Et j'ai adoré discuter avec toi à nouveau. À bientôt. Oh, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ces interviews ont été enregistrées en présentiel à Vienne le 7 avril 2025 et cet épisode est produit par Paul Gara et Hammer avec l'aimable participation de Mad et de Gabriel pour le doublage. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.